Donc ce soir, comme tous les vendredis, on reçoit un invité, dans 15, une invitée en l'occurrence. On vous propose d'aller faire un tour dans les coulisses de l'influence ce soir avec Audrey Chipot, lanceuse d'alerte sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs années, elle a dénoncé les dérives des influenceurs et puis elle en a fait un livre, Derrière le filtre, une enquête complète sur l'écosystème de l'influence et des réseaux sociaux. Elle collabore même avec l'Assemblée nationale, l'inspection des fraudes aussi pour encadrer légalement le secteur de l'influence. Bonsoir Audrey Chipot. Bonsoir. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé au départ à enquêter sur ce monde des influenceurs ? Alors au départ, je suis en pause professionnelle, en fait entre deux activités professionnelles. Et au bout de quelques mois de non-activité professionnelle, pour le coup, je commence à m'ennuyer. Et j'ai une amie qui me dit, mais va trouver de l'inspiration sur les réseaux pour tes enfants, pour tout ça. Donc je vais sur les réseaux, en l'occurrence Instagram. Et là, effectivement, je trouve de l'inspiration, mais pas vraiment pour mes enfants. Et donc, vous créez un compte Instagram qui s'appelle Vos Stars en réalité. Ouais. Alors, c'est quoi l'objectif ? Qu'est-ce que vous constatez sur les réseaux qui vous sautent aux yeux et que vous avez envie de dénoncer ? En fait, je vois toutes les pratiques commerciales trompeuses, en tout cas dans les discours des influenceurs, et je me dis... Alors déjà, la première chose, moi, quand j'arrive sur les réseaux, je me dis, mais bon sang, comment c'est possible que des gens soient suivis par des millions d'autres personnes qui ne les connaissent pas. Pour moi, ça me paraît lunaire. Je regarde pas ce que font mes voisins, les trois quarts, je les connais pas. Et là, je me dis, mais en fait, ils sont des millions à suivre la même personne. Mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe sur tous ces réseaux, quoi ? Donc, j'ai commencé à regarder comme ça. J'ai vu les publicités. Et des publicités, j'ai écouté les discours. Et là, je me suis dit, non, attends, ça va pas du tout. Quand on me dit qu'une gaine peut faire perdre 15 cm de tour de taille en l'espace de quelques semaines, stop. Je dis, c'est pas possible, ça n'existe pas. Puis je vais faire une publication, je vais le dire aux gens, parce que de toute façon, c'est sur Internet. Donc, que ce soit vu sur Instagram ou ailleurs, ce sera vu un jour et par quelqu'un. Et si y a des gens qui peuvent éviter d'acheter ce truc qui coûtait 50 ou 60 euros, enfin ce que je trouvais très cher pour le produit, tant mieux, et tant mieux pour les gens. Voilà, tant mieux pour les gens, quoi. Et alors, il ressemble à quoi votre travail de recherche ? Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous voyez une publi, vous faites un peu de recherche et puis ensuite vous publiez de votre côté pour dénoncer quelque chose ? Comment ça marche ? Alors, je regarde des stories, je regarde que les publicités. En fait, j'écoute pas tous les discours autour qui pourraient m'accrocher. Je ne regarde que les publicités et au discours de la publicité, selon le discours, je commence à enregistrer. Et ensuite, je vais voir les sites, je regarde un petit peu les sites internet, s'il y a tout ce qu'il faut pour que le consommateur soit protégé ou en tout cas que des choses qui ne devraient pas l'être ici soient pas. Voilà, je regarde ça et après, je fais une publication en reprenant la publicité initiale. Et elle ressemble à quoi ces publicités mensongères, ces arnaques qu'on voit sur les réseaux sociaux Alors, je vous donne la dernière en date, c'était il y a 2 jours, je crois, où j'entends une influenceuse qui vante les qualités d'une crème qui serait l'équivalent d'un lifting. Et donc, l'équivalent, elle l'écrit, de 41 injections d'acide hyaluronique. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Ça fait beaucoup. Ça fait 40, on aurait dit pourquoi pas. 41, tout de suite, ça alerte, quoi. Et alors, c'est souvent ça, c'est souvent du placement de produits qu'on remarque. Ouais, alors je suis sur plusieurs thématiques. Le placement de produits, c'est ce que j'ai mis principalement sur la page. Mais après, je vais écouter d'autres choses, tout ce qui est des informations. En ce moment, je suis des groupes. Notamment des groupes politiques, donc rien à voir avec le placement de produits, mais c'est du placement d'opinion quelque part. Donc voilà, je suis en train de regarder les phénomènes de groupe pour le prochain livre d'ailleurs, enfin les 2 prochains, parce que j'en ai 2 un qui est bien avancé et l'autre qui est déjà bien réfléchi. Et donc je regarde les phénomènes de groupe sur Internet qui sont très intéressants, je trouve. Et alors, concernant les influenceurs, vous avez beaucoup vu des stars de télé-réalité sur les réseaux sociaux parce que ce sont eux qui prennent la place. Alors, j'ai choisi le candidat de télé-réalité parce qu'ils étaient médiatisés. Et donc, stratégiquement, je trouvais ça plus intéressant de faire des publications en lien avec ces personnes-là qu'avec d'autres, peut-être un peu moins suivies, un peu moins vues. En tout cas, il fallait être dans certaines niches pour les connaître. C'était plutôt stratégique, mais ce qu'on voit chez le candidat de télé-réalité, on le voit ailleurs. Et ça se matérialise comment concrètement ? C'est des stories ? C'est des publications ? C'est des stories, principalement des stories. Et bon, pour eux, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est éphémère. Donc au départ, tout le monde se dit, c'est pas enregistré, ou en tout cas, dans 24 heures, on n'en parle plus. Sauf que c'est de plus en plus enregistré, c'est de plus en plus relayé aujourd'hui, en tout cas. Donc le 24 heures, ça marche peut-être plus vraiment.
Et ce sont donc des publications qui vont mettre en avant des produits, parfois des services aussi. Est-ce qu'il y a beaucoup de victimes? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir et qui ont perdu de l'argent à cause de ces créateurs de contenu-là? Ah bah énormément. Ouais, énormément. Moi, quand je commence à faire les publications, c'était début 2019, je crois. Assez vite, je dirais que c'est des centaines de messages que je reçois de victimes. À l'époque de placement de produits, on parlait vraiment de placement de produits. Je pense que j'ai eu des journées à plus de 1000, notamment dans des périodes comme Noël. Et après, on a eu les services de formation, les CPF, etc. Donc ça, c'est arrivé, mais c'est arrivé après, je dirais 2020, 2021. Et qu'est-ce qu'ils vous racontent, ces gens? Ils vous disent quoi? Comment ils se sont fait avoir, en fait? La majorité ont cru les discours mensongers. Voilà, ils ont cru les influenceurs dans le discours. Et c'est quoi? C'est donc ils ont commandé un produit et en fait le produit marche pas? Le produit marche pas, le produit n'arrive pas, le produit n'est pas conforme aux caractéristiques aussi qui sont mises en avant dans les stories. Enfin, en fait, il y a plusieurs configurations. Il y a vraiment plusieurs configurations. Et alors, il y a le rappeur Booba qui s'est investi un peu de la même mission que vous, il y a quelques mois, voire quelques années presque. Et avec tout ce volet influx-voleur, voilà, on commençait à entendre beaucoup ce mot influx-voleur dans les médias, etc. Ça a fait beaucoup parler. Je voulais savoir, vous, de quel œil vous avez vu cet investissement du rappeur? Ah bah, ça a mis la lumière sur des choses qui existaient depuis des années, qui étaient très peu relayées dans les médias, finalement. Alors, quelques journalistes communiquaient sur tout ça, mais c'était quand même pas la majorité. Le fait que quelqu'un de très suivi, avec une grosse notoriété, parle de la problématique, même si tout n'est pas précisément dit, parce que c'est pas non plus son truc, ça a attiré l'attention d'énormément de personnes et probablement des bonnes personnes. Je pense notamment aux députés. Et c'est ce que j'allais vous dire. Donc, à la suite de cette médiatisation-là, il y a une loi qui a été créée pour encadrer les influenceurs et leur contenu. Est-ce que depuis, vous avez constaté une amélioration? Et à quoi ça ressemble maintenant, le monde de l'influence? Est-ce que c'est toujours le même? Alors, c'est très marrant parce que moi, il y a sur les 3-4 années précédentes, du coup, j'avais dû parler qu'une fois de l'absence d'identification ou 2 fois, enfin dans 2 publications, parce que l'identification est obligatoire et ce, depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous appelez l'identification, si on peut un peu... expliquer tout ça? Oui. Le fait d'identifier que c'est une publicité. En télévision, par exemple, la page publicitaire est annoncée tout de suite. Sur les réseaux d'influenceurs, donc on va les suivre pour leur vie, leur quotidien. Il n'y a pas de transition, en fait, entre tout ça. Et du coup, on passe d'un moment d'intimité à de la publicité à un moment d'intimité. Le spectateur est paumé là-dedans si c'est pas identifié convenablement. Et ce n'était pas identifié. Eh bien, depuis qu'il y a eu cette loi, je sais que l'intérêt sur l'identification, globalement, s'est accentué par rapport des internautes dans la globalité, mais aussi des influenceurs qui l'identifient de plus en plus, et c'est très bien. Mais ils continuent quand même de faire donc du placement de produits. Bien sûr, oui. Et ça, c'est un souci pour vous? Le placement de produits en lui-même, donc la publicité. Alors, je suis fan de publicité, mais je suis fan de publicité pas pour acheter. À regarder, j'adore comment sont montées les publicités, j'aime la publicité. Voilà, je trouve que la publicité, c'est quelque chose de passionnant, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, on est entouré de publicité, il y en a peut-être trop. Et les réseaux sociaux, ce sont des outils publicitaires très clairement pour moi. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'aime d'un point de vue personnel, mais il en faut pour tous les goûts. Et voilà, c'est pas forcément... Ça me correspond pas à moi forcément, voilà. Mais en tout cas, c'est plus réglementé et plus transparent, disons, depuis cette loi. Alors, c'était déjà réglementé, il existait déjà le droit de la consommation. Enfin, comme je le disais, les identifications, c'était déjà obligatoire. On n'a rien... Voilà, c'est pas un truc nouveau, mais on a peut-être plus entendu parler de certaines règles qui étaient ignorées de ces internautes et qui aujourd'hui, du coup, ne sont plus ignorées et il y a de la vigilance, un peu plus de vigilance. Est-ce que les arnaques continuent? Ah bah oui, là, l'exemple que je donnais tout à l'heure avec la crème qui correspond à 41 injections d'acide hyaluronique, très clairement, c'en est une.
Et est-ce que les influenceurs, depuis les changements... Je m'excuse, je dirais pas arnaque, mais en tout cas, je dirais pratique commerciale trompeuse. C'est peut-être pas totalement pareil. Et est-ce que eux, ils ont changé leur manière de gagner de l'argent et d'être rémunérés sur les réseaux sociaux depuis cet encadrement un peu plus strict, disons? Il y a eu des évolutions. Lesquelles? On en voit de plus en plus sur TikTok, sur les matchs TikTok. Alors, ça ressemble à quoi? Les matchs ou les lives, hein, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en match pour récolter beaucoup d'argent. Et quand je dis beaucoup d'argent, je vais prendre l'exemple de Julien Tanti, où l'estimation est à 70 000 € par mois. Ce qui représente déjà pas mal, rien que pour des lives, où finalement les gens qui vont donner de l'argent ne reçoivent rien en contrepartie, si ce n'est qu'un grand... je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas, Julien Tanti ou un autre influenceur va scander le nom de la personne qui va donner. Donc, un peu de reconnaissance, voilà, l'internaute va avoir ça. Un peu de reconnaissance pour de l'argent donné en contrepartie, bon... Et ça, en quoi ça vous pose problème que des influenceurs demandent, en fait? Parce que c'est un peu ça, ils demandent de l'argent à leurs fans, aux personnes qui les suivent. Est-ce que c'est problématique? Ou est-ce que, tout simplement, c'est des personnes qui sont fans et qui font ce qu'ils veulent de leur argent? Alors, chacun fait ce qu'il veut de son argent, ça, c'est une évidence. Après, c'est la mécanique, moi, qui est problématique. J'ai fait une expérience, d'ailleurs, je la raconte dans le livre. J'ai fait une expérience dans laquelle je me suis mis donc dans la peau de l'internaute qui va donner de l'argent. Je me suis mise une enveloppe et j'ai fait ça pendant une semaine. Il y a un phénomène de dépendance. C'est sous forme de concours. Il y a un classement. Donc finalement, l'influenceur, selon la communication qu'il va avoir, on va se sentir un avec lui. Et donc on va avoir envie de gagner. Et dès lors où on va commencer, on aura envie de gagner. Moi-même, je ne suis pas joueuse. J'avais donc une enveloppe très précise, voilà. J'ai pas fait n'importe quoi, c'était quand même plutôt... En tout cas, j'ai essayé de l'encadrer au mieux possible. À la fin de la semaine, l'influenceur que je suis, qui n'est pas un candidat de télé-réalité, est numéro 2. C'était sur une semaine à l'époque. J'ai quand même eu cette déception de me dire, non mais mince, on est numéro 2, quoi. Même vous vous êtes non, moi je voulais gagner. Et je pense que ça, cette mécanique-là, tout le monde qui joue, tout le monde, ou en tout cas, je pense la majorité, la vivent. On a des moments pendant ces matchs qui durent. Alors là, c'était sous format match, mais ça peut être sous format live aussi. C'est la même chose. Il y a un classement aussi. Enfin voilà, c'est pareil. Hormonalement, ça bouge. On le ressent. Et du coup, c'est addictif. C'est très addictif. Comme des jeux d'argent, comme le casino. Mais moi, j'ai assimilé ça à du jeu d'argent. Quand j'ai commencé à en parler, donc c'était début 2023, j'assimile ça à du jeu d'argent. Et donc, je parle de la dépendance parce que je suis convaincue qu'il y en a. Et en plus de ça, j'avais eu des témoignages suite à tout ce que j'ai publié de mamans dont les enfants ont dépensé énormément d'argent parce qu'on peut payer par Apple Pay. Donc, les comptes sont connectés. Et du coup, il y a des mamans qui ont découvert à la fin du mois que beaucoup d'argent était prélevé sur les comptes. Elles s'en rendaient pas compte, quoi. Donc, c'est pas anodin tout ça, je trouve. Et là où vous vous sensibilisez aussi beaucoup, c'est sur l'utilisation des liens parasociaux par les créateurs de contenu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se matérialise, ce que ça veut dire? Le lien parasocial, c'est une relation que l'internaute se crée avec un influenceur. Il ne connaît pas l'influenceur vraiment, en tout cas, il ne connaît que ce qu'il voit. L'influenceur, lui, on est sûr, il ne le connaît pas. Et en fait, l'abonné va avoir l'illusion d'une relation avec cette personne qu'il ne connaît pas finalement. Il va projeter peut-être des émotions. Alors si l'influenceur, je donne un exemple, raconte une histoire, sans forcément caractériser l'émotion qu'il va ressentir, l'internaute va dire « Non, mais c'est sûr, il ressent de la tristesse. Ah oui, non, le pauvre. » Mais on n'en sait rien, puisqu'on n'est pas dans la tête de la personne. Et ça, comment ça se met en place? Ça se met en place rien que par le fait que l'influenceur va se filmer dans un endroit intime. Le fait de se filmer dans sa maison, on rentre chez la personne. Et là, déjà, ça commence. Alors, un truc qui marche très bien, quand il montre les chats, les chiens, les enfants. Alors là, c'est bon, il y a forcément une relation qui se crée. Et vous racontez aussi que parfois, les influenceurs vont même jusqu'à aller discuter en message privé avec certains de leurs fans. Oui. Ils vont faire quoi? Ils vont réclamer des dons? Ça dépend. Alors moi, j'ai fait d'autres expériences sur les matchs où j'avais pris le nom d'un député de l'époque, je ne sais pas s'il est encore député d'ailleurs, écrit d'une autre manière.
Et donc, c'était pour le montrer aux députés qui prennent conscience en fait de ce qui se passait dans ces matchs-là. Et donc, l'influenceur se met à hurler le nom du député en plein live. J'avais donné, je sais pas, peut-être, allez, je dirais l'équivalent de 10 €, peut-être. J'en sais rien. Bref. Et bien derrière, elle est venue m'écrire. Mais qui es-tu Et elle a essayé C'était une femme. J'incarnais un homme et elle a essayé effectivement de créer un lien avec moi. Vous parlez beaucoup donc des créateurs de contenu qui évidemment ont leur tort, on l'entend. Mais est-ce que les réseaux sociaux aussi, les plateformes, leurs algorithmes n'ont pas un peu leur part de responsabilité aussi dans toute cette machine, dans tout cet écosystème de l'influence ? Évidemment. Et puis alors les plateformes fonctionnent avec de la pub en direct. Et si vous regardez la pub en direct des plateformes, vous avez du grand tout et du grand n'importe quoi. De toute façon, les plateformes sans publicité n'existent pas. Quand vous dites tout et n'importe quoi, c'est quoi par exemple ? J'ai vu des médecins, des faux médecins qui proposent des injections d'acide hyaluronique. J'ai pu voir beaucoup de produits de dropshipping sur des sites, je pense, éphémères. Enfin, je ne suis pas retournée voir, mais voilà. J'ai vu des pubs au CPF. J'ai vu beaucoup de choses. Et tout ça, c'est impuni ? Ah bah tout ça, ça reste impuni. En tout cas, on n'a pas connaissance du fait que les plateformes aient été sanctionnées jusqu'à présent. C'est ce qu'il faudrait, selon vous, pour encadrer encore plus et plus sensibiliser ? Ah bah de toute manière, oui. Pour moi, les plateformes doivent être sanctionnées ou en tout cas impliquées plus que ce n'est aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des créateurs de contenu qui sont de bonne foi parce qu'on adore les suivre? Il y a certains influenceurs qu'on aime suivre. Il y a énormément de nos auditeurs qui suivent plein d'influenceurs. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? Est-ce qu'on a des conseils à leur donner pour pas se faire avoir? Ou est-ce qu'il faut par principe se méfier de tout le monde? Alors moi, je suis convaincue que tout le monde n'est pas de mauvaise foi. Je suis convaincue que parfois certains ne savaient pas. Je ne dis pas tout le monde. Le droit à l'erreur, c'est valable pour tout le monde. Par contre, quand l'erreur dure 4 ans, on n'appelle plus ça une erreur, on appelle ça une volonté. Donc voilà, il faut toujours être vigilant. Et je pense qu'il faut toujours être vigilant. Dans le livre avec Antonin Adjé, qui est doctorant en psychologie sociale, on a créé une échelle justement pour permettre aux internautes de déterminer leur niveau de dépendance à la relation parasociale. Ça peut donner un indicateur. Quand on est fortement dépendant, même sans s'en rendre compte, à un influenceur, il faut prendre du recul et puis être en vigilance un petit peu quand même, parce que voilà, on sait qu'on sera plus objectif. Est-ce que vous avez pris des risques en faisant cette enquête et en enquêtant sur ce monde ? Alors, j'ai déjà eu des menaces plein. On a déjà donné mes lieux de vie dans des stories. Oui, je pense que ça s'appelle prendre des risques, oui. Et tout ça, c'est des créateurs de contenu qui vous ont menacé, qui ont divulgué des informations? Oui, des créateurs de contenu qui ont divulgué des informations, mais pas que. Et des menaces par des internautes. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, ouais. Qui venaient défendre... Ouais. Peut-être une dernière question, Audrey. Est-ce qu'avec tout ce temps passé sur les réseaux sociaux et vos 140 000 followers sur Insta, vous n'êtes pas un peu devenue influenceuse, vous aussi, finalement? On influence tous. On influence tous. Peu importe le nombre de followers sur les réseaux. Tout le monde a le pouvoir d'influence, il est donné à tout le monde. Donc, tout le monde est influenceur. Après, il y a certains qui en font un métier, ou en tout cas qui veulent... Parce que je suis convaincue que les influenceurs politiques, c'est aussi un métier, même si la rémunération n'est pas directe. Donc il y a ceux qui vont en faire un métier commercial, et puis il y a tous les autres, et on est tous influenceurs. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir.